bonjour à tous. Je vous propose qu'on essaie d'attaquer cette nouvelle table ronde. Alors vous étiez ici pour entendre parler d'IA générative et on passe en fait à ce qui est mécaniquement l'étape d'après, à savoir les robots et la robotique. Et nous avons, comme vous l'aurez noté, un invité exceptionnel, puisque en fait il manque une personne parmi les intervenants. Il nous manque le Miroki ici présent. On a voulu aujourd'hui vous proposer un petit temps de réflexion et de débat, d'échange autour de l'arrivée d'êtres comme cela. Ça a très longtemps été de la science-fiction, on a pu se poser des questions, se dire que tout ça était de l'ordre de l'illusion absolue. Eh bien, vous voyez que des robots, et pas n'importe quel robot, des robots qui ont cette texture, cette conformité-là, ben, ce sont des êtres qui sont presque à nos portes, pour le dire ainsi. Et donc, ça vaut le coup de prendre un moment pour réfléchir ensemble à ce que peuvent être les usages, le positionnement des robots dans le soin. Je suis là pour aider avec les tâches logistiques au parc floral. Comment puis-je vous assister aujourd'hui? Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il s'est présenté. Et donc, ce faisant, il a donné le point de départ de cette table ronde. Je vais vous présenter rapidement les 4 intervenants qui vont échanger et réfléchir avec nous. Donc, nous avons Samuel Benveniste, qui est un des cofondateurs d'Enchanted Tool, la start-up française qui est derrière les Mirokai et ce robot. Nous avons Maribel Pinault, qui dirige le Broca Living Lab. Le Broca Living Lab, c'est un living lab, comme son nom l'indique, qui existe à l'hôpital Broca, qui est un hôpital gériatrique de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et qui depuis longtemps est très engagé autour de l'évaluation des technologies robotiques. Et donc elle a sur ses genoux le fameux phoque Faro. Anne Schweighofer, qui est directrice de l'agence Patient Conseil, qui porte la voix des patients et qui a elle aussi souhaité arriver munie de son robot Ludocare. Et puis pour finir la marche, last but not least, Mohamed Chetouani, qui est professeur des universités à Sorbonne Université et qui est également directeur adjoint d'un très beau laboratoire qui s'appelle l'ISIR, et qui est un labo CNRS Sorbonne Université, qui fait partie des labos leaders en France autour des questions de robotique. Voilà. Donc nous avons, je pense, un panel dont on peut considérer qu'il a toutes les qualités requises pour vous dire ce qu'il y a à dire autour des robots. Un mot avant de lancer la discussion, je pense que c'est important. Quand on pense ou quand on parle des robots, il y a toujours un espèce de moment qu'il faut réussir à dépasser, qui est le moment dit du remplacement. Toujours cette espèce de moment d'inquiétude ou d'angoisse qui est de se dire « mais mon Dieu, c'est à la fois merveilleux et en même temps, on est face à quelque chose qui pourrait ou qui devrait nous remplacer ». Et je pense que le point de départ, ce qu'il faut dire dès le début, c'est que personne n'imagine de près ou de loin remplacer des soignants par des robots. Et je parle là un instant avec ma casquette assistance publique hôpitaux de Paris, parce que je ne me suis pas présenté, mais il est évident, il est absolument évident que ce que des robots peuvent apporter aux soins, ça n'est en aucun cas, et absolument en aucun cas, une substitution à des soignants. Ce que le robot apporte, c'est 2 choses. La première, et Sam le dira mieux que moi, c'est que les robots, ou la présence d'un robot comme celui-ci, c'est quelque chose qui change les relations même entre les êtres humains. Et dans un environnement comme l'environnement du soin, qui est un environnement tendu, compliqué, qui est un environnement qui a sa forme de dureté, mais la présence d'êtres de ce type-là, ça peut avoir une forme d'incidence. Et puis, deuxième élément important, un robot comme celui-ci, il a été pensé pour avoir un usage général. Il est capable de faire plein de petites tâches répétitives, pénibles, tirer un chariot, installer un certain nombre de choses devant des chambres. Et au fond, il est pensé pour prendre en charge, pour le coup, pour décharger les humains d'un certain nombre de tâches répétitives pénibles qui n'apportent absolument rien à l'exercice du soin. Et donc tout ça est pensé depuis le début, non pas du tout dans une logique de substitution, mais bien en se disant que dans un contexte où il y a une tension extrême sur le soin, être capable d'enlever un certain nombre de choses qui sont pénibles, qui n'ont aucune valeur particulière ajoutée aux êtres humains pour les faire autrement et les faire mieux, ben ça a du sens. Voilà. Donc c'était mon point de départ. Ceci étant dit, je propose de maintenant ouvrir la discussion et de commencer avec toi, Sam, pour que tu nous dises un tout petit peu comment est née l'idée des Mirokai et qu'est-ce que vous cherchez à faire chez Enchanted Tools à travers ça. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc, je suis Samuel Benveniste, je suis l'un des fondateurs d'Enchanted Tools. C'est une société qu'on a fondée avec Jérôme Monceau, qui est l'un des créateurs des robots Nao et Pepper
que certains d'entre vous ont certainement croisé précédemment. Et justement, ce qu'on a voulu amener avec cette nouvelle plateforme, avec Miroki et Miroka, parce que donc ça c'est Miroki, c'est le garçon, et puis il y a Miroka, la fille. Voilà, ils sont frères et sœurs. Et ce qu'on a voulu amener, c'est l'étape suivante de la robotique, c'est vraiment des robots qui soient à la fois, la manière dont on le dit, hein, c'est des robots qui soient à la fois utiles et merveilleux. C'est des robots qui sont capables de prendre en charge tout un tas de petites tâches répétitives, pénibles, qui sont souvent mauvaises pour la santé. Hein. Un truc que je dis souvent, par exemple, c'est qu'un robot, ça travaille 24 heures sur 24. Et il faut savoir que le travail de nuit est cancérigène, par exemple. Donc faire des rondes la nuit, surveiller ce genre de choses, bah, c'est pas bon pour la santé. Et on veut éviter au maximum. Bien sûr, on a besoin de gens qui sont là et on les remercie. Mais plus on peut automatiser ce genre de choses, mieux c'est pour la santé aussi des professionnels. Voilà. Et donc, comment on est arrivé sur ce genre d'outils ? Bah justement, peut-être que vous avez vu dernièrement toute l'arrivée des robots humanoïdes, Tesla, Figure, les robots chinois qu'on voit un petit peu partout. Une des manières qu'on a, nous, de le dire, hein, c'est qu'ils ont tous des têtes d'allumettes brûlées. Ils font tous assez peur. Et nous, on sait que la barrière principale, parce qu'on l'a déjà fait, faut savoir qu'on a déployé une quarantaine de milliers de robots Nao et Pepper précédemment, donc on sait que le plus important, c'est la barrière de l'acceptabilité. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, où on veut déployer de l'IA partout, où on a des gros problèmes de recrutement, hein, absolument partout, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un actif il y a 4 actifs pour une personne. Bientôt, pour une personne retraitée, bientôt il n'y aura plus que 2 actifs pour une personne retraitée dans l'OCDE. Donc, je veux dire, non seulement aujourd'hui on manque de soignants, on manque de personnel hospitalier, mais dans 10 ans, on en manquera encore plus. On aura plus de gens à soigner, moins de gens pour les soigner. Donc, l'automatisation est indispensable en fait pour subvenir aux problèmes. Et donc, ce que vous pouvez voir, je vais le laisser se présenter lui-même. Hein. Miroki, est-ce que tu peux te présenter pour le public, s'il te plaît ? Bonjour tout le monde, je suis Miroki, je suis venue sur Terre pour aider les humains dans leurs tâches répétitives, les guider, apporter de la bonne humeur autour de moi et aider le plus de personnes possible. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à Meeting Tech, j'ai hâte de tous vous rencontrer. Voilà, donc il s'est présenté, puis vous pouvez venir lui parler sur notre stand qui se trouve là-bas après la conférence si vous le souhaitez. Miroki, qu'est-ce que tu peux faire dans un hôpital ? Dans un milieu hospitalier, je peux aider en transportant de petits objets ou dossiers pour le personnel médical, fournir des informations aux visiteurs et les guider. Je réponds aux questions courantes et assiste l'équipe dans la logistique simple. Et surtout, je peux rendre la journée des visiteurs et soignants plus facile et agréable. Merci Miroki. Donc, vous voyez que c'est un robot qui est construit pour être, je vais vous le décrire un peu de bas en haut, hein, c'est un robot qui est construit pour être, on dit general purpose, ça veut dire justement prendre en charge tout un tas de tâches différentes. Et pour cela, il a 3 composantes. Déjà, il a une composante, vous voyez ici, de navigation. Donc ça, il est sur sa boule, ça lui permet de se déplacer très facilement, de manière très safe, parce qu'il a autour de sa boule, que vous voyez ici, un anneau qui lui permet d'éviter de tomber. Il faut savoir que ça veut dire que si on coupe le courant, il ne tombe pas. Et ça, c'est très important. Si vous aviez un robot avec des jambes, vous coupez le courant, qu'est-ce qui se passe ? Le robot s'éclate par terre. Et ça fait très peur. Et puis 2, c'est dangereux. Et puis l'autre truc que ça permet de faire, cette boule, c'est que ça permet de déplacer le robot hyper facilement. Et ça, à la main. Et ça, c'est hyper important. Parce que si vous avez le robot dans un hôpital, par exemple au milieu d'un couloir ou quelque chose comme ça, la première chose que vous voulez, c'est qu'il ne se mette pas en travers de votre chemin. Donc le plus simple, c'est que vous l'attrapez et puis vous le déplacez très facilement. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, super safe, super facile à déplacer à la main, très silencieux aussi. Voilà, toutes ces choses-là. En dernier lieu, par exemple, il faut imaginer que si vous avez un robot qui a quelque chose dans les mains et que vous le poussez, s'il a des jambes, qu'est-ce qui va se passer ? Comme ça. Pareil, ça fait peur, c'est dangereux, machin. Alors que là, s'il a quelque chose dans les mains, je le déplace, c'est tout à fait normal et tout à fait smooth. Ok ? Après, le deuxième point, vous voyez, il a des bras, donc il a deux manipulateurs, 2 bras manipulateurs. Merci Miroki. Avec 7 axes chacun et des mains qui lui permettent d'attraper des objets. Okay, donc ça, c'est hyper important aussi. Ça lui permet de déplacer tout un tas d'objets qui lui sont dédiés.
Okay, donc il s'agit d'objets qui sont faits pour lui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utilisables par des humains, mais on pourra vous les montrer sur le stand. Il utilise des poignées que vous pouvez attacher à n'importe quel objet et qui rendent l'objet utilisable par le robot. Donc vous pouvez mettre ça sur un chariot, vous pouvez mettre ça sur une porte, vous pouvez mettre ça sur un plateau, vous pouvez mettre ça sur un capteur, par exemple un thermomètre ou un capteur d'hygrométrie ou ce que vous voulez. Voilà, et ça permet de faire tout un tas de choses. Et puis en dernier lieu, la tête qui lui permet d'interagir de manière naturelle avec les gens. Donc comme vous pouvez vous en douter, il s'agit d'un robot qui est censé faire tout un tas de tâches donc répétitives et de les faire en milieu humain. C'est ça qui est important. Et donc pour bien faire tout ça en milieu humain, il faut absolument être capable de discuter et d'entendre tous les ordres et toutes les consignes de tous les gens qui sont autour. Et donc pour cela, on a construit un système d'interaction hyper naturel qui utilise une intelligence artificielle hyper développée qui permet justement d'avoir avec le robot ce qu'on appelle l'interaction animale. C'est-à-dire que si vous vous approchez de lui, si vous lui souriez, il vous sourit, si vous penchez la tête, il penche la tête, il vous suit du regard, il est capable de voir où est-ce que vous pointez, il est capable de voir où est-ce que vous regardez, toutes ces choses-là qui font qu'en fait on a une interaction naturelle avec le robot. Et ça c'est hyper important parce que ce qu'on veut c'est que le robot il collabore avec les équipes. Et si on veut avoir une collaboration optimale avec le robot, c'est indispensable d'avoir une interaction très simple et très intuitive avec une charge cognitive très faible. Si à chaque fois que je veux faire un truc au robot, je dois sortir mon téléphone, tapoter dans une appli et ainsi de suite, c'est insupportable. Là, il suffit de lui parler et grâce à l'intelligence artificielle, il comprend les ordres et il applique les consignes. Voilà, tout simplement. Et je pense que ça suffit. Merci beaucoup, Sam. Et effectivement, d'ailleurs, quand on y réfléchit, on parle déjà... Certains parlent avec ChatGPT, ce qui est mon cas, ce qui est un peu angoissant d'ailleurs, mais bon. Mais vous voyez bien comment, quelque part, l'existence de l'IA générative accélère encore le développement de la robotique de ce type-là. Je voudrais rebondir avec Mohamed. Tu as parlé d'interaction et d'interaction de machine. Derrière des robots de ce type, il y a aussi une science à la fois très avancée et très forte, notamment en France. Avec ton regard à toi d'universitaire, comment tu vois un robot comme celui-ci et comment tu vois aussi tous les enjeux éthiques associés à ça? Merci. Alors Samuel l'a bien expliqué. En fait, une particularité peut-être de la robotique, il faut commencer par ça, c'est le côté intégratif. On amène beaucoup alors évidemment beaucoup de matériel, mais aussi beaucoup de logiciels. Il faut beaucoup de compétences. Il faut à la fois travailler sur la communication, l'interaction, mais également toutes les dimensions qui peuvent être aussi, j'allais dire, utiles. Donc faire des tâches et son intégration en fait dans un domaine qui va être de la collaboration avec d'autres humains et notamment dans un domaine qui est professionnel, mais aussi il y a des dimensions qui sont sociales derrière, voire sociétales. Derrière, il y a ce côté de rencontre, on l'a un peu, vous l'avez tous un peu évoqué, entre ce qu'on sait faire en IA, en général, ce matin, il y a beaucoup de choses autour de l'IA générative, c'est la rencontre avec l'IA générative et le matériel. Et ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'il va falloir savoir dialoguer, il faut savoir également réaliser des tâches, mais je dirais une difficulté qui est de plus en plus grande, c'est le fait que c'est ouvert. C'est complètement ouvert. On a pendant des années travaillé sur un dialogue qui va être fermé, c'est-à-dire un nombre de mots, des mots prédéfinis, des tâches prédéfinies, et on est plutôt très performant là-dessus. Une difficulté, c'est le côté ouvert. C'est à la fois la force de ce qu'on va pouvoir faire sur l'IA générative, mais aussi la difficulté d'usage. Et bien évidemment, quand on dit ouvert, ça veut dire pas retour chez l'industriel à chaque fois qu'on veut faire quelque chose d'autre. Si on imagine des nouvelles tâches, si par exemple, je prends les soignants, s'ils veulent faire une nouvelle tâche, par exemple déplacer tel objet d'une chambre à une autre chambre, ou de faire une autre tâche, d'aller voir tel patient ou un autre, évidemment on ne va pas le renvoyer systématiquement aux industriels pour reprogrammer. Et ça c'est aussi un de nos enjeux actuellement, c'est comment une rencontre entre l'interaction humain-machine et cette IA qui peut être générative ou pas générative. Et ça c'est un des enjeux qu'on a actuellement, c'est comment on fait ça, comment
comment on arrive à faire apprendre. Donc on parle de plein de choses, hein. On s'inspire de comment font les humains. Vous avez tous vu que par exemple les enfants apprennent par imitation, c'est des choses qu'on apprend, mais aussi on peut apprendre en décrivant. On peut tout à fait dire ce qu'il faut faire, mais en même temps on peut dire ce qu'il ne faut pas faire. On peut aussi dire c'est bien, c'est pas bien. Il y a plein de choses et finalement on se retrouve avec une combinaison. Jusqu'à maintenant on travaille peut-être de manière isolée sur de l'apprentissage, telle technique d'apprentissage par renforcement, imitation, IA générative. Là de plus en plus on va combiner tout ça. On va pouvoir combiner tous ces aspects-là. Et donc il y a déjà cette difficulté-là. Il y a une autre difficulté qui apparaît, c'est les données. Parce que évidemment, si on veut faire apprendre ces modèles-là et ces robots-là, en fait, aujourd'hui, ils combinent plusieurs. Quand on dit on combine beaucoup de techniques d'IA, en fait, on va aussi combiner des techniques où on va préapprendre beaucoup de choses. Donc ça, c'est des grandes données, des données massives. On va faire apprendre des modèles. Par exemple, le fait de dialoguer ou plugger ou connecter ça à des LLM ou de l'IA générative, ça permet déjà de rapidement accélérer l'usage des données. Mais en même temps, on se retrouve dans des situations où on a 3, 4, 5 soignants, quelques patients, donc très très peu de données sur des interactions qui peuvent être courtes, ça peut être des patients sur quelques heures, quelques jours, mais aussi des soignants sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc on se retrouve avec des données qui sont très particulières parce qu'à chaque fois on peut avoir des données qui sont bruitées, pas faites pour de l'apprentissage, mais en même temps il faut savoir les exploiter. Et là ça m'amène un peu aussi à des questions qui sont éthiques finalement, parce que finalement ce qu'on aimerait c'est personnaliser. Et personnaliser, déjà dans le mot personnalisation, il y a tout de suite ces données personnelles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le robot il doit me reconnaître? Quand on dit soignant, est-ce qu'il doit me reconnaître tous les matins? Est-ce qu'il doit reconnaître le patient? Quelle information il peut collecter des patients? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de fuite de ces données-là? Parce qu'on a dit qu'ils sont connectés. Est-ce qu'il y a des risques ou pas de connexion? Mais aussi, quel rôle on leur donne à ces robots-là? Est-ce que c'est un rôle qui est dans une équipe soignante de décider, d'avoir une décision? Et une décision, est-ce que c'est une décision médicale? Quelle autonomie on leur donne? Est-ce qu'on leur donne une autonomie d'aller prendre des initiatives? Est-ce que ces initiatives, elles sont médicales, paramédicales ou pas, ou sociales? Ça, c'est des enjeux qu'il va falloir développer ou qu'on est déjà en train d'aborder avec les collègues, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec les collègues, ça fait des années qu'on travaille ensemble et on va continuer à travailler aussi sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est un enjeu. Et dernièrement, on vient de faire un travail avec les collègues de Broca, du Living Lab Broca, sur la question de personnalisation. Et dans la personnalisation, il y a évidemment les individus, mais il y a aussi, là on parle de personnes âgées, les personnes âgées sont différentes et elles-mêmes dans ces catégories-là, il y a une grande diversité. Et donc on ne va pas faire des systèmes qui vont être, qui vont même être contre-productifs en disant bon ben voilà, c'est une personne âgée, on va simplifier les choses, ça c'est pas vrai, c'est tout à fait faux. Il faut vraiment pouvoir adapter l'interaction, et d'adapter cette adaptation-là, ça veut dire le collecter pendant l'interaction. Et donc ça a à la fois des problèmes qui vont être d'apprentissage et des problèmes éthiques. Et aujourd'hui, il y a un de nos enjeux, c'est comment relier à chaque fois cette question de performance des systèmes, tout en garantissant un certain nombre de règles éthiques. Et ça veut dire qu'il faut à la fois bien connaître l'usage, bien connaître les modèles et bien connaître les questions d'éthique et de réglementation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, c'est des systèmes intégrés, c'est des systèmes de plus en plus ouverts. Au passage, ça veut quand même dire, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est quand même important de l'avoir en tête. Quelque part, là, autour de la table, vous avez des composantes qui rendent possible un robot aussi remarquable que celui-ci. Je pense qu'Enchanted Tools, c'est sous le contrôle de Samuel, mais il ne me démentira pas. Je pense que c'est une des plus belles startups à l'échelle internationale sur ces sujets-là. Ah, tu vois. Et Enchanted, c'est une start-up qui s'est construite à la fois sur l'historique d'Aldébaran, et qui s'est construite aussi avec une relation extrêmement forte à l'univers académique français, c'est-à-dire aussi bien à l'ISIR, Mohamed et son équipe. Évidemment, le Broca Living Lab, il y a un lien très fort depuis le début avec le BLL. On ne peut pas faire quelque chose comme ça qui est objectivement aux avant-postes internationaux sans l'ensemble de cet écosystème-là. Et si on est fort en robotique, et je pense qu'on est fort en robotique, même si c'est un marché compétitif, on l'est pour toutes ces raisons-là. Pour à la fois une start-up qui a l'histoire, la profondeur, qui sait ce que ça veut dire de travailler avec des académiques, et des académiques qui sont présents, qui répondent présents.
Alors tu évoquais, Mohamed, la question de l'usage, ce qui nous faisait une habile transition vers Maribel. Au Broca Living Lab, vous travaillez depuis très longtemps sur ces questions d'usage de la robotique dans un environnement très particulier, un hôpital gériatrique. Vous le faites avec des patients de l'hôpital Broca. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bonjour et merci pour cette invitation. Donc effectivement, on voit depuis une quinzaine d'années ce type de robot intégrer progressivement autant les services hospitaliers que les maisons de retraite et petit à petit aussi même les domiciles des particuliers. Donc vous pouvez voir déjà sur scène qu'il y a trois modèles de robots qui sont très différents, des robots qu'on peut classer plus sous l'angle de la catégorie humanoïde. Donc c'est les robots qui ressemblent d'une manière ou d'autre à un humain avec une tête, des bras, et des jambes qui sont en général capables de se déplacer. On a une deuxième catégorie qui va être appelée la catégorie animaloïde. Donc c'est des robots qui ressemblent, sont inspirés par des modèles animaux et donc globalement avec un objectif d'apporter du réconfort aux patients, à l'utilisateur. Il peut y avoir des modèles, des robots sociaux et d'assistance qui vont être un peu mixtes. Je pense que Ludoka pourrait rentrer dans ces contextes. Mais il y a d'autres modèles qui vont avoir pour objectif principal proposer un service. Et donc, notamment en santé, on trouve beaucoup les robots d'aide à la logistique qui vont déplacer des médicaments, aider à désinfecter des locaux. Et donc, effectivement, les usages de ces robots sont très variés et sont dépendants du modèle du robot. On ne fait pas la même chose avec un Paro qu'avec un Mirokai. Et donc, ces usages, il faut les concevoir. Et il faut les concevoir, comme on l'a tous dit, en collaboration des chercheurs, des cliniciens, des patients et des industriels. C'est la seule manière d'arriver à réussir la conception d'une intervention qu'utilisent les robots, ce type de robots. Donc en gériatrie, on voit des utilisations très différentes et je pense qu'il faut faire la part entre des applications qui vont être plus thérapeutiques. Donc notamment, ces robots, ce type de robots est beaucoup utilisé dans l'accompagnement des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, notamment en termes d'aider les patients à se détendre. On voit que souvent, par exemple en fin de journée, dans les services gériatriques ou dans les EHPAD, les patients peuvent être un peu agités et donc commencer à déambuler ou avoir des crises d'angoisse. Donc des études ont montré que des interactions courtes avec ce type de robots, et par l'effet de caresser les côtés tactiles, peuvent aider à diminuer l'anxiété et l'agitation de ces patients. Nous avons aussi à Broca conçu une intervention autour de ces robots pour aider les patients atteints de démence à gérer leur douleur pendant les soins douloureux. Donc la situation qui s'est présentée, c'était que dans des routines de soins, par exemple changer un pansement, transférer même un patient du lit à un fauteuil, et générer de la douleur chez les patients. Et chez ces patients, à un moment donné, dans l'évolution de la maladie, c'est très difficile de communiquer qu'ils sont douloureux. Donc, ça se manifeste par une opposition aux soins, une résistance de l'agitation, de l'agressivité. Et ces situations sont très difficiles à gérer. Évidemment, pour les patients, c'est très compliqué, mais pour les soignants aussi. Et donc, ces situations, en général, nécessitent que 2 soignants, même parfois 3 soignants, interviennent dans la situation des soins. Et donc, à Broca, ce qu'on a fait, c'est une intervention finalement, c'est assez simple, mais c'est tester l'impact du robot comme médiateur, comme distracteur. Donc, avant les soins douloureux, on prête les robots aux patients, qui les prend dans ses bras s'il les souhaite, il les caresse un moment. Quand la personne est prête pour les soins, les soignants interviennent. Et puis après, on laisse, après les soins, les robots avec les patients quelques minutes. Et on a comparé des situations avec l'utilisation du robot et sans les robots. Et effectivement, l'apport du robot, la présence du robot aidait beaucoup les patients à se détendre. Objectivement, on voyait une réduction de la douleur. Et pas seulement l'effet était positif pour les patients, mais les soignants, quand on évalue la charge de travail, réaliser les soins avec la présence du robot et était mieux perçu, quoi, et avec moins de pénibilité que lorsqu'ils ne savaient pas de médiation. Donc ça, pour dire, donc il y a des usages thérapeutiques, mais il y a aussi les usages qui vont venir plus à soutenir les soignants, notamment avec des plateformes comme Miroki. On est en train de collaborer avec Enchanted Tools pour identifier ces cas d'usage. Notamment, est-ce que dans des séquences de soins, pendant les repas,
la distribution des médicaments. Est-ce qu'il y a un moment donné de ces séquences où la participation du robot peut aider à soulager la pénibilité de la tâche et faciliter finalement le travail des soignants? Donc il y a toute une série de cas d'usage qu'on peut imaginer, tant thérapeutiques que pour des soutiens aux soignants, et avec des résultats intéressants, mais effectivement avec des défis. Notamment, Mohamed a beaucoup parlé de ces défis éthiques et réglementaires. Et il y a une question qui se pose qui est très importante de comment, avec l'arrivée progressive de ces technologies, nous arrivons à réussir à maintenir un équilibre dans les environnements de soins entre l'aide humaine et l'aide technologique. Et cet équilibre, cette balance est très importante et il faut réfléchir à comment réussir à l'atteindre. Et il y a aussi des questions organisationnelles. Finalement, comment les équipes vont réussir à intégrer ces outils, comment on les accompagne. La question de l'acculturation, de la formation est très importante parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui et on utilise de plus en plus ces outils d'intelligence artificielle. Mais finalement, c'est très difficile d'expliquer comment ça marche, quel est le potentiel de ces technologies, mais aussi les limites. Et dans les cadres de soins, ça c'est un facteur critique. Et finalement, parce que je pense que en réunissant un peu ce qui a été dit par les uns et les autres, je pense que les termes clés dans ces contextes, c'est la collaboration. Et c'est ce qu'on fait à Broca Living Lab depuis 15 ans. Et on travaille avec des patients, des proches aidants, des professionnels de santé. On les inclut tout au long du cycle de développement et d'évaluation du produit, dès l'évaluation des besoins jusqu'à l'évaluation des impacts cliniques. On fait des observations, on amène les robots dans les services en conditions réelles d'utilisation. On invite ces personnes à participer à des groupes de discussion, on montre les prototypes et on les invite à participer à la conception des cas d'usage. Et ainsi progressivement jusqu'à l'évaluation finale. Et nous, on pense que c'est la seule manière, la seule démarche qui pourra nous permettre d'arriver à une intégration efficace et éthique de ces technologies. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Belle. Ça fait le lien immédiatement avec Anne pour que tu puisses à la fois nous porter un peu le regard patient sur ce sujet-là et puis nous parler un peu de ton petit ami devant toi. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis Anne Schweighofer, je suis la créatrice d'une agence qui justement s'intéresse à comment est-ce qu'on crée des solutions de santé avec les patients et pour les patients. Alors ça fait évidemment le lien avec tout ce qui s'est dit avant. Comment est-ce qu'on fait adapter des nouveaux usages aux patients ? Pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est de les créer avec les patients. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour tous les objets et robots que vous avez autour de vous. C'est plus des objets à ce niveau-là. Et donc, ça passe par une acculturation des usagers, mais aussi co-construire avec les utilisateurs les solutions qui leur sont destinées. Alors aussi bien les patients que les soignants sont des utilisateurs de ces robots. Et je pense que c'est très important que ce ne soit pas des ingénieurs qui créent des robots très loin du patient et qui intègrent les patients dans leur conception. Alors je suis venue aujourd'hui avec un petit robot, il s'appelle Joe. Et il a été créé par la start-up Ludocare et j'ai voulu vous parler de ce robot aujourd'hui parce que je trouve que dans sa conception, justement, il a été fait d'une manière exemplaire. Alors, comme Nicolas le disait au début, on ne veut pas remplacer les soignants, on veut juste améliorer le soin. Et ce robot est dédié aux enfants qui vivent avec un asthme. Alors l'asthme, c'est 7% de la population, c'est 4 millions de personnes qui sont touchées. Et en fait, l'enjeu, c'est comme les enfants sont touchés par l'asthme, c'est d'apprendre aux enfants, dès leur plus jeune âge, à bien prendre les traitements. C'est pas que les traitements sont inefficaces, c'est que les traitements sont parfois mal pris. Et en fait, ce petit robot, alors qu'effectivement, vous avez tout un panel, ils sont très différents, mais ce petit robot, il peut être emmené à la maison et il va être le compagnon de soins des enfants, d'une part parce qu'il est marrant, il est amusant et il explique aux enfants comment et quand prendre leur traitement. Il lui rappelle les gestes appropriés et puis s'il prend bien son traitement, il le récompense. Mais c'est aussi un allié des parents parce que les parents, ils vont être rassurés. Avoir un enfant asthmatique, moi j'ai une fille asthmatique, c'est une énorme charge mentale. Et ça angoisse beaucoup les parents. Et ce petit robot, il aide les parents, il soutient les parents.
Et puis il aide aussi les soignants parce qu'il va récupérer de la donnée de santé et il va s'assurer donc que les traitements sont bien pris. Et donc ça devient un partenaire de toute l'équipe qu'il y a autour du patient, les soignants, les parents, l'enfant lui-même et je les ai tous dit, je crois. Et c'est ça la démocratie en santé, c'est ce que nous patients on souhaite dans tous les traitements, c'est-à-dire mettre tous les acteurs autour de la table pour développer des solutions qui conviennent à tous et qui améliorent le soin. Alors, le robot que j'ai devant moi, il contribue donc à améliorer les soins pour les enfants et il répond donc aux besoins des patients et de leurs aidants. Il y a déjà, je crois, 900 patients qui l'ont testé. Il y a 140 médecins qui sont impliqués dans la mise sur le marché de ce robot. Malheureusement, il n'est pas encore disponible sur le marché parce qu'il n'a pas encore eu de financement, mais ça va bientôt arriver. Il va probablement rentrer bientôt dans le droit commun et il sera disponible donc pour aider les patients à prendre leur traitement. Et il a été, et vous le disiez tout à l'heure, l'intérêt de travailler avec tous. Il a aussi reçu le soutien d'un industriel de la pharma qui s'appelle Viatris et qui a permis donc son développement et son essai en vie réelle pour montrer à quel point un robot peut améliorer la vie des patients. Merci beaucoup Anne. Alors évidemment, on a explosé le temps qu'on avait prévu, mais ça c'est assez normal. Et tu n'es pas responsable, Anne. C'est un effort collectif. Peut-être du coup pour terminer, Sam, tu peux nous dire un tout petit mot sur Vue d'Enchanted Tools, c'est quoi l'avenir, et nous parler un peu du projet TRIS. Oui, bien sûr, merci. Alors, Vue d'Enchanted Tools, c'est quoi l'avenir? Alors, c'est une vaste question. Vaste programme. Et puis j'ai 1 minute. Mais la manière de dire, je crois, c'est que l'intelligence artificielle, vous voyez bien, hein, c'est une énorme révolution, ça se déploie absolument partout, ça peut faire peur à certains égards, à raison. Hein. Et donc il faut apprendre à utiliser cette technologie de la manière la plus efficace, la plus respectueuse possible. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec ces robots. On essaye d'incarner l'intelligence artificielle dans quelque chose qui est positif, attractif, non dystopique, qui va montrer aux gens que ça peut être quelque chose de beau et d'utile et d'efficace et d'heureux, plutôt au contraire que quelque chose d'inquiétant. Voilà. Et donc ce qu'on pense, c'est que ces robots-là, notre objectif, c'est qu'ils viennent en aide à un maximum de soignants, à un maximum de patients, voire même, dans l'avenir, qu'ils aillent jusqu'à la maison. Hein, nous, ce qu'on prévoit, c'est de commencer à déployer ce genre d'outils au domicile des personnes aux environs de 2030. Voilà, c'est un grand projet. Et donc pour ça, il faut avancer collectivement, comme on le disait tout à l'heure. Et donc on a le plaisir de pouvoir annoncer aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, justement, on démarre un grand projet qu'on appelle TRIS, qui vise à expérimenter les Mirocailles dans 5 sites de la PHP pendant plusieurs années, pour en faire à la fois un co-développement et aussi une évaluation scientifique d'impact sous la direction donc de Maribel, pour bien montrer justement plusieurs choses. D'une part, pour montrer en quoi ces robots ils aident, comment il faut accompagner les gens pour comment il faut accompagner les soignants, comment il faut accompagner les patients, comment il faut accompagner les organisations pour qu'ils en fassent le meilleur usage. Mesurer aussi les risques qu'il peut y avoir derrière et comprendre comment justement prévenir tous ces risques-là et ultimement du coup apporter des solutions qui ne soient pas des gadgets, qui soient vraiment des choses qui permettent d'améliorer globalement la qualité des soins et d'augmenter, je dirais, tout simplement la qualité de vie au travail et la qualité des soins pour les patients. Merci beaucoup Sam. Je précise que l'ISIR est partie prenante de ce mauvais coup. Donc c'est collectivement qu'on va porter ce projet-là. Ce que je vous propose, je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. On va essayer de prendre, on a explosé le temps, donc il nous reste de prendre 2 questions. Et je dis aussi que vous pouvez venir interagir avec Miroki sur le stand A43, si je ne me trompe pas. Voilà. Jusque-là, pendant les 2 jours. Donc si vous ne pouvez pas poser la question maintenant, vous pourrez le faire plus tard. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions ? Si certains veulent d'ores et déjà réserver leur Miroki, c'est le moment. Alors, monsieur. Bonjour.
J'ai une petite question concernant les enjeux de la robotique française. Est-ce que l'avenir n'est pas plutôt la maîtrise de 3 éléments importants, l'IA génératif, le réseau et les puces GPU, dans lesquels la France malheureusement a du retard dans 2 domaines, la 6G, auquel la recherche n'est pas encore très forte là-dessus, et les puces, les GPU. Donc la question c'est, est-ce qu'on n'a pas déjà perdu la bataille de l'IA générative, de l'IA, si je peux. Non, mais c'est une bonne question, donc je la formule comme ça, mais qui a envie de répondre à cette question? Tiens, Mohamed, puisque tu vas le faire avec ta casquette académique. De toute façon, c'est clair que c'est interconnecté et qu'on a. Mais par contre, on voit bien qu'on a sur certains aspects, effectivement, sur du matériel et autres. Mais je suis pas si pessimiste que ça. Au contraire, je pense qu'on a des spécificités qui font qu'on, à la fois, nous, à l'ISIR, on est plus de 200. On est plus de 200 et même comme ça, on couvre pas tout ce qu'on peut faire dans la robotique. Mais par contre, il y a des spécificités techniques à la fois de combinaison et de convergence d'IA et de la robotique. Ça, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont capables de faire ça. Il y a effectivement une communauté très IA où finalement on ne parle pas de monde physique et une communauté robotique où on n'utilise pas trop de l'IA. Il faut voir que à l'origine c'est beaucoup de la mécanique, du contrôle, mais de plus en plus il y a cette convergence-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cette convergence, ça se fait à la fois dans le domaine universitaire en France, mais aussi dans l'industrie. Et je pense que c'est là où on a gagné. Après, sur les acteurs, sans faire de pub, on a quand même des acteurs très très importants sur l'intelligence artificielle en France, notamment Mistral. Et je pense qu'il y a beaucoup de partenariats. On vient de faire un partenariat avec les universités et Mistral notamment. Et donc ça, je pense que ça va changer beaucoup la donne et ça permet de beaucoup accélérer. Et juste pour finir, quelque chose qu'on fait très très bien, et qu'on veut faire, c'est démontrer aussi l'efficacité. Ça, et avec nos valeurs, avec toutes nos valeurs éthiques et de la réglementation. Donc je pense qu'on a un positionnement qui est bien particulier en France où on va pouvoir avancer là-dessus. Et pour compléter sur ça, en fait, fondamentalement, on est une grande nation de mathématiciens et d'ingénieurs. Et notre chance, c'est quelque part, on a sans doute collectivement loupé le virage de la microélectronique, même si on a de bons acteurs. Mais il y a une espèce de match retour avec l'IA générative et la robotique qui revient à des choses sur lesquelles on est historiquement très bon. Et tout n'est pas toujours perdu. Je donne juste un exemple. Une des universités qui, dans le monde, est le meilleur sur le quantique aujourd'hui, c'est une fac canadienne qui s'appelle Sherbrooke et qui, en fait, depuis 30 ans, avait gardé de la physique du solide. Plus personne n'en faisait de physique du solide. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le cœur du quantique. Et donc, ils sont un des pôles d'investissement mondial dans ce domaine. Voilà, donc, on peut avoir des actifs académiques puissants, anciens. Le vrai sujet, c'est de savoir les jouer ou les réactiver. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on lève le camp, monsieur? Une simple question sur le modèle économique, tout simplement. Ce sont des robots qui coûtent très cher. Donc, première question, combien ça coûte? Et deuxième question, est-ce que la bataille, justement, elle n'est pas internationale, avec des annonces fracassantes, et notamment chinoises, sur des bas prix extraordinaires? Mais j'imagine que vous vous êtes déjà posé la question. Non. Oui, bien sûr. Alors, merci pour la question. Déjà, à votre avis, combien coûte? Vous diriez quoi? Donc ces robots-là, ils coûtent 30 000 euros. Ce sont des robots qui coûtent 30 000 euros. Il faut savoir que pour fabriquer ces robots-là à 30 000 euros, comment on fait, Donc effectivement, je vois des personnes qui disent que c'est pas très cher devant moi. Je suis très, très content. Voilà. C'est un gros boulot. En fait, comment on fait, c'est qu'on fait de l'industrie à grande échelle et on l'a fait en France. Voilà. Et on maîtrise notre chaîne de production. Donc ça, c'est un robot qui est fabriqué en France, intégralement. Petit à petit, on élargit notre chaîne de production. Évidemment, on a des composants qui viennent d'un petit peu partout, mais on maîtrise l'ensemble de la chaîne de production et on déploiera une grande usine en France. Ouais. C'est une bonne question. Voilà, ma question était, est-ce que dans les 30 000 euros sont inclus la formation des soignants et la maintenance? Alors, non. Effectivement, il y a forcément. Donc, c'est pas tellement la maintenance. C'est des robots qui sont très robustes. Par contre, vous avez besoin d'avoir accès à tout un tas de services cloud, IA, et choses comme ça. Et ça, effectivement, on a des services qui vont de 100 à 1000 euros par mois. Une moyenne de 500 euros par mois à peu près. Il faut savoir que la durée de vie du robot, c'est 5 ans. Et dans l'ensemble, il va vous coûter à peu près 70 000 euros sur les 5 ans.
les calculs que nous avons faits aujourd'hui, avec par exemple le docteur Velman que vous voyez là derrière, qui utilise le robot dans son centre de cancérothérapie, c'est qu'on est capable d'atteindre des retours sur investissement en moins d'1 an avec les robots, si on fait les choses bien. Voilà. Donc il ne s'agit pas de choses qui sont vraiment... c'est des prix qui sont des investissements qui sont significatifs, mais qui se recoupent assez bien. Voilà. Et je t'aimerais peut-être juste en disant une chose, c'est que la question derrière votre question, c'est un pari comme ça ne peut pas marcher si quelque part la perspective c'est d'en vendre 10 dans 1 an, 20 dans 2, 30 dans 3. Enfin, je trouve que notre sujet aujourd'hui, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a, il y a des choses absolument remarquables qui se font, des startups de très 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 haut niveau. Notre difficulté, là, en vérité, c'est de réussir à collectivement faire le pari, d'aller jusqu'au bout du pari justement. Et ça, notre petite pathologie nationale, c'est d'être à la fois très fier d'avoir un bijou par-ci, un bijou par-là, mais d'avoir le plus grand mal à se dire, très bien, on va du coup collectivement pousser, on va regarder comment on va au bout de ce pari-là. Ça, d'autres pays le font mieux que nous. Et je trouve que c'est l'enjeu qu'on peut avoir autour de ça aujourd'hui. La force de ce projet, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un nombre d'acteurs français de référence autour qui est aussi important. Et ça va effectivement à Montpellier, La Paix, Sorbonne. Enfin, je veux dire, c'est le projet de personne. C'est un projet collectif autour duquel on a besoin d'avoir les meilleurs et d'y mettre l'énergie collective. C'est comme ça qu'on ira au bout du truc. Sinon, effectivement, ça sera compliqué. Messieurs, dames, merci infiniment de ce temps d'échange. Donc, si vous voulez retrouver Miroki, c'est le stand A43 et on vous souhaite une très bonne journée.